Donc, je rappelle le sous-thème qui est résilience de l'investisseur et diversification du portefeuille. Mais avant tout, je voudrais me présenter. Donc, je suis Vincent Angono. Je suis directeur général de Sanlam Assurance Vie Cameroun. Sanlam est le premier assureur du continent avec plus de 80% de parts de marché, présent dans 29 pays, particulièrement le pays de l'Afrique australe, dont l'Afrique du Sud. C'est l'un des plus vieux assureurs du continent, dédié surtout à la vie à la base. Donc, ils sont en Afrique du Sud, ils ont 105 ans d'expérience. C'est un groupe qui s'est construit chez nous avec des rachats successifs, dont le dernier est celui de Saham Assurance. Je laisse la parole aux autres panélistes de se présenter en 1 minute, le temps qu'on entre dans le vif du sujet. Merci. Bonjour mesdames et messieurs, je suis M. Daniel Kefi, directeur de la gestion d'actifs à la COSUMAF. Bonjour à tous, Madame Chatoué Diop, DG de Makeda Asset Management. Bonjour à tous, je suis Ernest Poué, directeur général d'Atijari Securities. Alors sur le panel précédent, le modérateur a dit on a 1 minute, donc je vais essayer d'être rapide. Moi j'assume, je fais la publicité. Donc c'est aussi pour ça qu'on est là. Donc Atijari Securities est la société de bourse du groupe Atijari Wafa Bank pour la zone CEMAC. Nous sommes aujourd'hui le premier teneur de compte titres de la zone, avec environ 400 milliards de titres en portefeuille. Donc c'est dire le nombre d'investisseurs qui nous font confiance. Nous avons aujourd'hui à peu près 900 clients, essentiellement des clients particuliers. Et nous sommes également intervenus sur de nombreuses opérations de levée de fonds. Et je peux affirmer ici fièrement que nous sommes la seule société de bourse à avoir arrangé une émission obligataire d'un corporate l'année dernière. Voilà, donc j'assume ma publicité et je pense que j'ai fait moins d'1 minute. Merci Ernest. Alors, pour commencer cette présentation aujourd'hui, ce débat, je commencerai à dire merci à Ernest que je connais dans notre vie. Il faut dire qu'on n'est pas très connu, nous, assureur sur le marché par rapport aux investissements. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il fait là, l'assureur? En vérité, dans d'autres marchés, les premiers investisseurs sont les assureurs vie. Ceux qui ont voyagé connaissent la Défense, connaissent la City. Si je vous dis que la City appartient à peu de 70% aux assureurs et assureurs, certains ne me croiront pas. Mais en vérité, dans notre pays, à la différence de la Côte d'Ivoire, l'assurance vie n'est pas très développée. Donc, je voudrais rappeler à tous que quand on parle de diversification du portefeuille, nous sommes l'un des rares métiers qui a une obligation légale de diversification. C'est-à-dire que le code CIMA, en son article 335, nous dit quel pourcentage d'actifs nous devons avoir. Ils nous disent, vous devez avoir 40% d'obligations et tout ce qui est dérivé obligations. Ils vous disent, vous devez avoir 30% d'actions et 20% d'immobilier. Ce n'est pas tout à fait les chiffres exacts. Mais nous avons une répartition légale qui est prévue par la loi. Ce qui fait que nous sommes limités en termes de rentabilité parce que, si vous le comprenez bien, si j'ai déjà 50% d'obligations, je suis exposé aux sanctions légales. La deuxième chose que je vais dire concernant les assureurs, sur le plan global de notre marché, c'est que les marchés, comme le nôtre, qui sont des jeunes marchés, entre parenthèses, sont dominés par des assureurs non-vie. Et que les placements des assureurs non-vie sont des placements sur des durées qui sont souvent courtes, à la différence des assureurs en vie. Donc, j'ai travaillé par exemple avec Ernest, que je connais d'ailleurs dans une autre vie, pour le placement à l'obligation dont il parlait pour un corporate local. Sans citer le corporate puisqu'il n'est pas là aujourd'hui. Ce que je dirais avant de passer la parole aux différents panélistes pour qu'ils parlent de ce qu'ils comprennent par divers... C'est que dans nos marchés, j'ai eu la chance de travailler ailleurs, j'étais presque 15 ans en Europe comme assureur vie. Je suis revenu ici avec le secret de faire bouger l'assurance vie dans notre marché. La grande difficulté que nous avons, elle est liée d'abord à la bourse. Je suis content d'avoir trouvé mon aîné, notre aîné, tous le DG qui était là avant, avec lequel j'ai travaillé dans un autre sujet concernant justement des placements. Elle est encore de partie la bourse, mais
pour nous, assureurs, c'est un problème. C'est un gros problème dans la mesure où notre seul moyen de, surtout assureur vie, de subsistance, c'est le placement. Le code CIMA nous dit nous devons reverser 85% de nos placements, de nos gains dans les placements aux assurés. Quand je gagne 100 en mois assureur, je dois reverser 85% aux assurés. Si mon gain est petit, je suis déficitaire. Si je n'ai pas tout placé, je suis déficitaire. Donc aujourd'hui, certains assureurs vie du marché, que je nommerai pas, sont surliquides. Oui, ils sont surliquides. Et c'est pour ça que certains assureurs commencent à sortir du principe de taux garanti de 3,5 que certains connaissent dans la salle. Comment garantir un taux de 3,5 quand on aura du mal à avoir 6? Donc, la diversification du portefeuille est possible, mais nous ne sommes pas diversifiés aujourd'hui, nous assureurs vie. Nous assureurs sur le marché. Pourquoi? Les véhicules, on n'en a pas beaucoup. Deuxième chose, les supports même de placement. On parle d'immobilier. Et je m'arrêterai là, après je donnerai la parole aux autres. Pour trouver un bon plan immobilier, il faut se lever très tôt. Je suis allé présenter les produits d'assurance vie chez une entreprise qui fait dans le pétrole et quelqu'un dans la salle qui me dit « Pourquoi vous ne placez pas notre argent dans les logements sociaux ?» Je lui ai dit « Vous voulez que je place? Je vais placer. Quand le gars ne paiera pas le loyer, ne venez pas vous plaindre. » C'est ça le souci que nous avons. Quel véhicule, sur quel véhicule placer? Et la dernière chose que je dirais pour les grands groupes comme le nôtre, c'est que ceux qui donnent leur avis sur nos placements ne sont pas chez nous. Ils sont à l'étranger. Donc moi, je veux placer 500 millions chez toi, pour un investisseur. Et mon groupe me dit, mais tu me parles du microfinance là au Cameroun, c'est quoi cette histoire-là? Je vais monter un business case que je vais envoyer, mais ils ne connaissent pas. Donc, nous sommes bloqués pour la diversification par 3 choses en réalité. La première, les véhicules. La deuxième, l'appui au-dessus. Et la dernière, en fait, notre connaissance même, et c'est là que je m'arrête, notre connaissance même du système de placement financier. Ils sont tous dans des boîtes de placement autour de moi là. Mais en vérité, ils devaient travailler pour moi. C'est-à-dire que je devrais avoir dans mon entreprise une personne qui fait gestion actif-passif et placement pour rendre rentable mon portefeuille. Mais est-ce que j'ai les moyens de payer Ernest? Non, ce n'est pas que les moyens, mais il faut que je prenne déjà conscience que j'ai besoin de lui. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler, nous assureurs, en tout cas, nous au niveau de Sanlam, pour chercher des ressources. Je n'aime pas le mot ressources, mais des personnes qualifiées qui viendraient nous aider à faire ce travail. Donc je commence par là en disant, diversification, oui, en assurance, trop encadré par la loi, marché financier, tout petit, acteurs sur le marché, pas très nombreux. Je vais commencer par, peut-être par la dame, Nelly, je commence par vous. Je vous donne la parole pour que vous puissiez nous donner votre vision de ce que vous entendez par diversification déjà d'un portefeuille pour les autres. Oui, bonjour à tous. Je pense qu'on a un peu évoqué l'idée de diversification dans le panel précédent, notamment quand on parle en tant que société de gestion de portefeuille déjà de la mise en place de fonds communs de placement qui permettent à tout un chacun de pouvoir investir sous de petites parts et accéder à un panier diversifié de classes d'actifs présentes sur le marché actuellement, que ce soit actions, obligations ou marché monétaire. Une fois qu'on a dit ça, regardons un peu notre contexte. Et moi, ce qui m'a frappé quand j'ai commencé à m'intéresser et à vouloir être un acteur actif de ce marché-ci, c'était de regarder le profil des investisseurs pour se dire, quand on parle de résilience, en fait, on parle aussi d'économie résiliente, d'écosystème régional résilient. Donc, comment on peut faire en sorte que la population, monsieur et madame tout le monde, puisse aussi participer à cet écosystème financier naissant, mais qui, bien que naissant, quand on regarde les tendances, est très prometteur.
Donc c'était un peu ça mon approche et l'approche de mes équipes quand nous avons choisi de participer activement sur ce marché. Et on a beau se dire que 10 000 francs représentent peut-être une petite part, mais quand on s'adresse à la petite maman qui fait du commerce en deux côtés ou au mototaxi, peut-être c'est encore assez élevé et il faudrait réfléchir en termes d'accessibilité, être beaucoup plus près de lui. Et au-delà de ça, on a beaucoup parlé de transparence et on se rend compte que oui, on a une pénétration Internet qui reste à entre 30 et 40% dans la sous-région, mais qui aussi est en progression. Et de plus en plus de personnes sont très appétents à la consommation de tous les supports digitaux. Donc, proposer, apporter finalement ce marché financier au plus près des personnes était un impératif, ne serait-ce qu'aussi pour booster cette base d'investisseurs et demain aussi motiver plus de PME, d'entreprises à aller sur ces marchés boursiers parce qu'ils se rendent compte que la demande est là et qu'elle est dynamique et qu'elle est croissante. Donc c'est dans ce sens que nous avons travaillé avec un partenaire technologique, Ejara, afin de pouvoir vraiment proposer à tout le monde dans la zone CEMAC d'avoir accès à du marché monétaire, à du marché financier, obligataire financier demain, à partir de 2000 francs CFA, avec les garanties que comportent ces titres, notamment sur le marché monétaire, via tout l'écosystème, tous les mécanismes et les protocoles qu'ont mis en place la BEAC. Donc ça, pour moi, c'était vraiment le premier sujet sur ce marché-là. Ensuite, on a aussi évoqué la diversification en termes de classes d'actifs. On voit avec la nouvelle réglementation, je suis sûre que M. Kefi nous en parlera beaucoup mieux que moi. On voit évoquer l'idée de demain de fonds communs de placement immobilier. Notamment, c'est vrai que quand on cherche à investir personnellement, il suffit d'aller dans les différents tribunaux pour se rendre compte que 80 à 90% des litiges souvent sont dus à du foncier ou à des problèmes immobiliers. Mais comment nous, avec l'approche de financier qu'on a, on pourrait structurer mieux ces projets-là afin de dérisquer finalement le sous-jacent. C'est toute la réflexion aussi qu'on aura à mener au regard de la nouvelle réglementation. Et on va aussi, bien évidemment, aborder le sujet assez, comment dire, le sujet qui suscite énormément de discussions, que sont les actifs numériques, parce que voilà, c'est une nouvelle classe d'actifs qui émerge, c'est un train finalement qu'on est en train de prendre à l'aune de la globalisation et du reste du monde. Mais je voudrais préciser qu'il faut être conscient que ces actifs-là sont très volatiles. Je crois que M. Kamguin l'a dit qu'avec nos clients, nos investisseurs côté SGP, nous les avons d'abord accompagnés sur des actifs plus sécurisés comme les obligations. On va d'un cran sur les actions qui sont un peu plus volatiles, avec un peu plus de rendement, un peu plus de risque. Et demain, cette nouvelle classe d'actifs-là sera aussi une proposition à avoir, peut-être pour des investisseurs un peu plus avertis, un peu plus qualifiés, et qui souhaitent une diversification beaucoup plus large de leur portefeuille. Mais toujours en gardant l'équilibre, voilà, risque-rendement, l'appétence, le profil de l'investisseur, et sa capacité à absorber, justement, sa résilience à absorber les chocs qui peuvent en découdre. Merci. Merci, Madame Tchatoué. Nous allons passer à Agnès avant de venir à vous. On a écouté une gestionnaire d'actifs. On passera au suivant. Monsieur Poué, ma question va être toute simple. Hein. Aujourd'hui, comment parler de diversification quand les acteurs ne sont pas déjà très nombreux sur le marché? Comment parler de diversification quand les véhicules ne sont pas aussi nombreux qu'ils devraient l'être? Je pense que c'est par là qu'il faut commencer. Et puis, on passera à M. Kefi. Merci, monsieur le modérateur. Bon, je pense qu'il faut commencer par faire avec ce qu'on a déjà avant d'aller chercher trop loin. Alors moi, j'ai une déformation
je ne sais pas si c'est une déformation de financier ou de banquier, mais je suis en général, on va dire très méthodique dans la manière dont j'aborde les sujets. Et donc, exactement comme l'a dit Monsieur le Président Nana tout à l'heure, quand j'ai vu le thème au départ, je ne savais pas quoi dire. Bon, diversification, je crois que c'était résilience et diversification du portefeuille, je crois pour l'investisseur, quelque chose comme ça. Donc, on a parlé d'école tout à l'heure, donc je me suis rappelé effectivement de ce qu'on faisait souvent à l'école, c'était de dire, bon, quand il y a un sujet, il faut définir les mots-clés. Donc, c'est pour ça que j'ai mon papier. Excusez-moi. Alors, donc j'ai d'abord demandé, je suis allé sur Google, résilience, c'est quoi? Bon, on dit que c'est la capacité à surmonter les chocs. Donc la capacité à retrouver un état d'équilibre après un événement exceptionnel. Bon, okay. Donc capacité à surmonter les chocs, résilience. Bon, un investisseur, alors là j'ai eu une définition qui ne m'avançait pas beaucoup. Personne qui investit. Bon. Investir, réaliser un investissement. Bon. Investissement, maintenant c'est quoi? On dit c'est une dépense destinée à augmenter la richesse de la personne qui l'engage. Donc en fait, la personne qui investit fait quoi? Elle met de l'argent, elle dépense en espérant que, comme on dit au quartier, cet argent va se multiplier et que demain il sera plus riche. Quand on dit plus riche, ce n'est pas forcément devenir Dangote, mais c'est déjà gagner 1%, 2%, voilà, vous êtes devenu plus riche. Et donc, à partir du moment où on fait cette dépense en espérant avoir un gain futur, qui dit futur, dit risque en fait, parce que personne ne peut prévoir le futur. On peut savoir à peu près ce qui va se passer là tout de suite. Une fois qu'on parle de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, voilà, c'est beaucoup plus problématique. Et donc, le risque ou le choc, justement, qui peut arriver, c'est quoi? C'est que vous dépensiez dans l'espoir de devenir plus riche et qu'à la fin, vous deveniez plus pauvre, en fait. Parce que soit vous avez perdu votre capital, en général, c'est ce à quoi on pense en premier. Ah, j'ai mis l'argent là-bas et puis je n'ai pas récupéré. Mais vous pouvez même récupérer votre argent et être malgré tout plus pauvre. Comment c'est possible? C'est parce qu'il y a un paramètre en fait qu'il faut prendre en compte qui est l'inflation. Lorsque vous investissez, en général, les gens aiment dire je cherche un investissement sûr, sécurisé, vraiment, voilà, je ne veux pas prendre trop de risques. On va vous dire ok, allez mettre votre argent sur un compte d'épargne, ça vous rapportera 2%. Bon. Vous avez 100 francs, donc demain, en mettant à 2%, vous avez 102 francs. Mais demain, vous voulez acheter les tomates qui coûtaient 100 francs aujourd'hui et qui demain coûtent 103 francs. Vous avez investi, vous avez gagné 2%, mais à cause de l'inflation, en fait, vous n'êtes pas plus riche, puisque vous pouvez acheter moins de choses. Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte, justement, quand on parle de risque. Il y a la perte en capital, vous pouvez perdre votre argent, mais aussi vous pouvez perdre en pouvoir d'achat. Alors, j'ai continué dans ma méthode, on a dit, bon, diversifier, action de rendre divers. Bon, d'accord? Et on dit divers, c'est qui présente plusieurs aspects, plusieurs caractéristiques. Et donc, enfin, le portefeuille, donc là, c'était plus clair, c'était dit ensemble ou collection d'actifs financiers détenus par une personne. Donc, cette personne, ça peut être une personne physique, donc vous, ça peut être une entreprise, un assureur, etc. Donc, en fait, le portefeuille désigne l'ensemble des actifs financiers qu'il détient. Et donc, je me suis posé la question de me dire, bon, une fois que j'ai donc défini tout ça, c'est comme si on me demande en fait de dire, bon, la capacité pour celui qui dépense en espérant devenir plus riche, d'encaisser les chocs, a-t-elle un lien avec l'action de rendre diverse sa collection d'actifs financiers? Bon, donc, je me suis posé la question. Donc, en général, que recherche un investisseur? On veut gagner de l'argent en sécurisant ses avoirs. En général, c'est ça. Quand je parle à mes amis ou à des gens, j'essaie de les encourager à venir même investir en bourse, etc. La question qui vient, c'est toujours, est-ce que c'est sûr? Est-ce que vraiment ton affaire, là, les choses de l'État, tout, tu es sûr qu'ils vont rembourser? Bon.
Je réponds, en général, la première règle dans la vie, c'est que rien n'est sûr. Il faut déjà accepter. Ensuite, la deuxième règle, il y a des croyants dans la salle, je crois. J'ai eu le plaisir de rencontrer d'ailleurs un directeur général d'entreprise au Congo qui est pasteur. Et d'ailleurs, l'un des patrons d'une entreprise cotée aujourd'hui à la bourse est pasteur. Donc bon, on va mettre un peu de religion dans tout ça. Donc, Genèse, chapitre 3, verset 19. Tu mangeras à la sueur de ton front. Voilà. Donc, mais tout ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que dans la vie, il n'y a rien qui s'acquiert facilement. Quand vous dites « je veux investir », mais je veux être sûr que c'est sûr, ça n'existe pas. Pour gagner de l'argent, il faut prendre des risques. Maintenant, chacun, effectivement, a sa, on va dire, le niveau de risque, en fait, auquel il est prêt à se soumettre pour gagner de l'argent. Donc, en général, plus vous faites des efforts, même dans la vie de tous les jours, en général, plus les résultats sont grands. Plus vous prenez des risques en finance, plus vous avez la possibilité de gagner de l'argent. Donc, quand on vous dit, j'ai un produit qui vous rapporte 30%, mais c'est sûr, il n'y a pas de risque, ça n'existe pas. Le produit qui rapporte 2%, il va être effectivement pas risqué. 3%, plus de risque. 4%, plus de risque. Si vous voulez gagner 50%, c'est possible. Mais sachez aussi que la probabilité de perdre votre argent est plus grande. Donc quand les gens disent souvent « on m'a arnaqué », non, on ne vous a pas arnaqué. Comme disait tout à l'heure quelqu'un, c'est peut-être que vous avez été trop cupide. Donc quand vous souscrivez à un produit, ben, sachez que voilà, il y a le risque qui va avec. Donc, une fois qu'on a dit ça, ben, je vais donc terminer en disant comment est-ce que donc diversifier permet justement à un investisseur d'être résilient, donc d'absorber un choc et de peut-être pas perdre son argent, etc. Donc, là encore, j'ai fait simple. Hein. Je me suis dit, bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à disposition sur notre marché? J'ai de l'argent, je veux investir. Qu'est-ce que j'ai? Ben, le premier, je suis allé de ce que j'estime être du moins risqué au plus risqué. Le premier, ben, c'est un compte d'épargne en banque. Voilà, je vais à la banque, je dépose mon argent. La banque me dit, bon, c'est 2-3%. Souvent, les gens se plaignent en disant, oui, mais ça ne rapporte pas. Mais rappelez-vous, Genèse, tu mangeras à la sueur de ton front. On peut quand même convenir ici collectivement que décider d'aller déposer son argent à la banque, ce n'est pas l'idée du siècle. Donc, n'espérez pas qu'en mettant votre argent à la banque, vous allez gagner de l'argent. En fait, vous allez avoir du 10%, du 15%. Si une banque vous promet ça, c'est que peut-être elle a des problèmes et que justement, elle a tellement besoin d'attirer de l'argent que voilà, elle vous promet ce niveau de rendement. Donc, le premier, c'est le compte d'épargne. Il n'est pas très risqué parce que justement, bon, votre argent est là, il est disponible. Pardon, l'homme n'est rien sans son beau. Excusez-moi. Il est disponible et à tout moment, vous pouvez récupérer votre mise. Ensuite, les produits d'assurance vie de mon cher confrère. En général, effectivement, il y a un rendement voilà, qui est garanti, 3,5. Mais déjà, il y a une petite contrainte, c'est que quand vous voulez racheter, voilà, il y a forcément un peu d'argent que vous allez laisser pour qu'il puisse vous rendre votre mise. Ensuite, vous avez les titres de dette des États. Bon, c'est censé être le plus sûr. Déjà, on dit, en théorie, un État ne fait jamais faillite. Donc, ça, c'est la théorie. Parce que bon, je me suis posé la question d'ailleurs quand je faisais ma réflexion. Parce qu'on dit un État ne disparaît pas. Mais je me suis posé la question ce matin en me disant, bon, là où la Russie a attaqué l'Ukraine, est-ce qu'il n'est pas possible que demain l'Ukraine disparaisse? Et qu'adviendra-t-il en fait des obligations que l'Ukraine a émises sur des marchés potentiels? Enfin, je suppose qu'ils l'ont fait. Mais bon, ça reste quand même un actif, des actifs assez sûrs dans notre zone, de par le fait qu'effectivement un État ne fait pas faillite en théorie et que bon, aujourd'hui on a quand même des mécanismes avec la Banque centrale qui rendent les titres plutôt sûrs. Ensuite, vous avez les titres de dette d'entreprise, donc obligations,
de sociétés, comme par exemple voilà, ce qu'on a pu faire l'année dernière. Vous avez quelques emprunts obligataires de sociétés qui sont cotés. Là déjà, on est à un niveau de risque un peu plus élevé parce qu'une entreprise, ça peut disparaître. Une entreprise peut avoir des difficultés et être incapable de vous rembourser demain. Donc il y a déjà un niveau de risque qui est un peu plus important. Et en plus de ça, si vous voulez récupérer votre argent, vous devez vendre le titre et vous ne savez jamais à quel prix vous pouvez le vendre. Enfin, le titre le plus risqué, c'est les actions. Là, vous devenez effectivement actionnaire d'une entreprise et vous courez le risque total de l'entreprise qui ne sera en mesure de vous verser des dividendes que si elle fait des bénéfices. Et vous prenez également en fait un pari sur la valeur future de l'action que vous achetez. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, ça c'est ce qu'on a sur notre marché à peu près. J'évite volontairement une certaine classe de produits et je dirai tout à l'heure pourquoi. Quand vous avez votre argent en banque, ben, quel est l'événement potentiellement défavorable qui peut arriver? Ben, c'est que peut-être la banque fasse faillite ou alors qu'il y ait une crise du système bancaire qui fait que bon, vous ne puissiez pas récupérer votre argent. Quand vous avez votre argent, je simplifie, hein, bien sûr. Quand vous avez votre argent ensuite dans un projet d'assurance vie, c'est à peu près pareil. La compagnie d'assurance peut disparaître demain. Voilà, il peut y avoir une crise financière qui fait que les placements qu'elle a elle-même fait voilà, se sont cassés la figure. Donc, quand vous avez en face un titre d'État, ben, le risque c'est peut-être que bon, il y ait une guerre qui éclate, qu'un État soit en crise, etc., etc. Titre de dette d'entreprise, c'est pareil. La possibilité que l'entreprise fasse faillite, disparaisse, soit incapable de vous rembourser. Pareil pour un titre de capital. Et donc, si je vous demandais aujourd'hui, une fois que j'ai dit ça, c'est quoi le meilleur placement? Quelqu'un me dirait peut-être c'est la banque. Mais on va dire oui, mais ça ne rapporte pas. Bon, c'est l'État, mais l'État, voilà. Maintenant, la question qu'il faut se poser, vous avez vu, j'ai présenté en fait les différentes catégories de risques qui peuvent exister, c'est de se dire quelle est la probabilité que tous ces risques-là se réalisent en même temps en fait. C'est-à-dire que les banques fassent faillite, qu'il y ait la guerre au Cameroun, qu'il y ait les assurances qui fassent faillite, voilà, qu'il y ait tout ça là qui se réalise au même moment, c'est quand même, on va dire, c'est pas impossible, hein, mais ça reste très peu probable. Et c'est donc là où je voulais chuter. En fait, un portefeuille résilient, c'est un portefeuille justement, comme on l'a dit, qui est capable d'absorber les chocs et grâce auquel vous serez potentiellement plus riche demain. De manière à ce que si un choc effectivement se produit, il y a quand même une partie en fait de votre richesse qui est préservée. Et donc, comme tous ces risques-là ne peuvent pas se réaliser en fait en même temps, ben en fait, si votre portefeuille est diversifié, vous avez quand même plus de chances de devenir plus riche tout en préservant votre capital, plutôt que de se dire, bon, je prends tout mon argent, j'achète des actions de X entreprise, ben, si demain l'entreprise se casse la gueule, vous avez perdu. Je prends tout mon argent, j'achète des obligations d'État, ben, si demain l'État se casse la figure, vous avez perdu. Je prends tout mon argent, je mets en banque, etc., etc. On ne sait jamais. Et même dans ces différentes catégories, vous pouvez encore faire des diversifications. Puisqu'on dit diversifier, c'est rendre divers. Donc je ne suis pas obligé de mettre tout mon argent. Par exemple, si je décide que, bon, moi vraiment c'est les comptes bancaires qui m'intéressent, mais déjà je peux prendre 2 banques. C'est déjà diversifié. Hein. Comme ça, si bon, X banque tombe demain, au moins je pense que l'autre banque peut rester, voilà. Au niveau des États, c'est pareil. Je suis peut-être patriote, j'aime le Cameroun, mais est-ce que c'est vraiment sage de prendre tout mon argent et d'investir uniquement sur les titres camerounais? Si demain il y a un problème au Cameroun, ben, je suis entre guillemets foutu. Donc peut-être que même déjà dans cette catégorie d'actifs-là, il vaut mieux investir sur différents, voilà, sur différents supports. On peut faire ça jusqu'à demain, hein, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, là où je vais conclure, ce sera de dire, là peut-être je parle effectivement en tant que spécialiste, on va dire, qui est capable de faire ça lui-même. Mais si vous estimez que tout ce que je viens de dire là, c'est trop compliqué, en plus, il a mis Genèse dedans et tout ça, on ne savait même pas où il voulait aller,
et que vous n'avez pas le temps, il existe donc une alternative qui est justement l'asset manager, qui lui justement vous propose, comme on l'a dit tout à l'heure, de prendre votre argent et de l'investir pour vous dans un panier d'actifs, en fait, qui est automatiquement diversifié. Quand vous prenez 1000 francs, vous donnez à un asset manager. Lui, avec vos 1000 francs, il va acheter un peu d'actions, un peu d'obligations, un peu de dépôt à terme, il va faire un peu d'OTA, un peu de bons du trésor, etc. Et donc, vos 1000 francs, en fait, seront naturellement diversifiés. Et donc, c'est le produit, en fait, qui peut-être aussi, si vous n'avez pas le temps d'analyser tout ce que je viens de dire là, peut également vous aider à faire vos premiers pas sur le marché, voilà, sur le marché financier en termes d'investissement financier. Et comprenez donc qu'il n'y a pas forcément de bons ou de mauvais placements. Il faut diversifier. C'est ce qui permet justement que lorsqu'un choc se produit, au moins les autres catégories d'actifs que vous avez permettent effectivement d'encaisser le choc. Et donc, je ne dirais pas que les crypto-actifs, par exemple, sont mauvais. Je dirais juste qu'il y a un niveau de risque qui va avec. Donc, quand vous mettez votre argent à l'intérieur, assurez-vous peut-être d'avoir également un peu d'argent dans autre chose, de moins risqué, de plus sûr, de manière à ce que voilà, votre portefeuille soit résilient. Donc j'espère avoir apporté ma petite contribution au thème du jour. Merci. Merci Ernest. Un peu long. Je pense qu'Ernest a presque épuisé son temps de parole. Je vais revenir sur Ernest vers la fin de notre présentation. Je vais passer la parole à M. Kofi, de la Consumaf. Ernest a commencé à répondre à la question que j'avais posée, et bien, il a bien fait aussi d'expliquer à tout le monde ce que c'est diversifié. Nous, assureurs, comme je l'ai dit, on est plutôt impliqués dans l'une des lois de base de l'assurance, c'est qu'on ne met pas ses œufs dans le même panier. Ça, c'est quelque chose qui est connu des assureurs dans le monde entier. On ne met pas ses œufs dans le même panier. Notre grand frère qui est là, qui est assureur à la CNPS, parce qu'il est assureur en fait en réalité, le sait si bien. Si quelqu'un s'est diversifié, c'est l'assureur. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'est pas trop rentable. Parce qu'il doit garantir l'épargne. Nous garantissons le capital en assurance. Et c'est le piège. C'est-à-dire que quand vous venez mettre votre argent sur un assureur, il peut tout faire, mais il doit vous reverser votre capital. Donc il va gérer un bon père de famille. Je voudrais que M. Kofi creuse davantage sur les véhicules que nous avons dans notre zone. Dans la mesure où, si nous voulons que l'inclusion financière prenne corps chez nous, il faut non seulement diversifier, c'est-à-dire diversifier comme on le fait aujourd'hui, mais éduquer. Tout à l'heure, on parlait de vendeuse de beignets. La vendeuse de beignets fait confiance à Aladji. Hein. Vous connaissez Aladji? Tout le monde connaît Aladji? C'est les petites tontines du quartier qui passent au marché. Elle fait confiance à une fille qui a un t-shirt blanc avec quelque chose qui est comme une microfinance ici et qui collecte 1000 francs par jour. Et la jeune fille garde 1000 francs à la fin du mois. Elle ne nous fait pas confiance à nous, assureurs. Elle ne nous fait pas confiance à nous, banquiers. Or, vous le savez tous, le secteur informel chez nous, c'est 2 fois peut-être notre économie. Donc, comment éduquer? Comment éduquer les gens et sortir un peu de notre langage à nous? Quand je vous dis frère funéraire, vous me regardez en disant il est venu me tuer. Alors que la tontine parle de caisse secours et qu'elle fait la même chose que moi. Il y a un jeune de chez moi qui allait faire présenter les produits d'assurance au village et il a commencé à expliquer que l'assurance décès, ça marche bien. Avec 5 000, on a garanti 500 000. Il y a une maman qui a levé la main et dit, je veux poser une question à mon fils. Donc, ils nous ont tellement cherché partout ici qu'ils ne nous ont pas trouvé. Ils ont pris notre enfant pour venir nous tuer lui-même au village. Donc, ils ont cherché tous les moyens pour nous tuer. Ils n'ont pas trouvé. C'est toi là qu'on a envoyé pour venir nous tuer. Donc, parlons un peu de diversification, certes, mais d'éducation. Quels sont les supports aujourd'hui qui existent? Quelqu'un a posé une question tout à l'heure qui était intéressante, on a commencé à y répondre. Comment éduquer les gens? Quand on parle de diversification, qu'est-ce que c'est? Avant tout, 5 minutes, s'il vous plaît. Merci, monsieur le modérateur. Je vais essayer de faire dans les temps que vous me donnez. Alors, les précédents orateurs ont longuement expliqué les avantages d'investir dans les produits, de diversifier son portefeuille et de quelle manière vous pouvez le faire. Mais il est question, l'autre question derrière, c'est de savoir
comment est-ce que l'investisseur lambda, monsieur tout le monde, fait pour accéder à ces produits-là? C'est l'une des questions qui était adressée depuis le premier panel. On a relevé qu'il y a quand même comme l'impression qu'on est ici entre sachants, mais en réalité, la diversification, lorsqu'on la prend sous l'angle de l'asset management, ça s'adresse effectivement aux petits investisseurs, dans le sens où les produits qui sont taillés à sa mesure. C'est des produits qui sont accessibles à un coût modéré pour tout le monde. On a expliqué longuement ici que dans un cadre de la gestion collective, vous pouvez investir à partir des sommes de l'ordre de 10 000 francs, voire moins, ce que Mme Chatu a relevé tout à l'heure. C'est des produits dans lesquels vous pouvez entrer à tout moment et sortir à tout moment, contrairement aux actions ou bien à un emprunt obligataire où il faut attendre qu'une opération soit lancée pour pouvoir investir. Oui, dans le cas de l'assurance également. Aussi, c'est 2 ans. Effectivement. Donc dans le cas de l'asset management, effectivement, on peut investir à tout moment. On peut également, contrairement au placement sur les valeurs immobilières classiques, investir sur le long terme. Sur le long terme, dans le sens où on peut préparer sa retraite, préparer les études des enfants, en s'adressant à un asset manager avec qui on discute pour savoir comment est-ce qu'on peut s'organiser pour que les enfants aillent à l'école demain, pour qu'on puisse avoir sa retraite demain en toute quiétude. Et ça, et tout cela avec une rentabilité qui n'est pas négligeable, qui est presque la même que celle que l'on retrouve du côté des titres classiques que sont les actions et les obligations. Alors, comment tout cela se passe? Comment ça se passe, tout ce mécanisme-là? Le mécanisme en question se comprend sous le thème générique de gestion de portefeuille, qui consiste en 2 choses. D'une part, c'est gérer des organismes de placement collectif. On parle de gestion collective. Et d'autre part, il s'agit de gérer un portefeuille sur la base d'un mandat donné par le client au professionnel. Donc, sont là les 2 aspects de la gestion de portefeuille, gestion collective d'une part et gestion sous mandat d'autre part. Alors, dans le cas de la gestion sous mandat, le client donne par écrit à son gestionnaire le pouvoir de gérer de façon discrétionnaire l'épargne qu'il lui confie. Ceci veut dire concrètement que pour l'épargnant lambda, qui n'a peut-être pas le temps ou la technicité de s'occuper de ses avoirs, il passe avec son gestionnaire d'actifs un mandat qui permet donc qui donne pouvoir à celui-ci de disposer de son épargne dans son intérêt. Par contre, dans le cas de la gestion collective, nous allons avoir affaire au même gestionnaire de portefeuille, mais qui cette fois-ci là aura une obligation de rendre compte régulièrement à d'autres personnes que son client. Il va d'abord rendre compte au régulateur, il va rendre compte à son client de façon régulière à travers les obligations d'information auxquelles il est assujetti. Donc, ce sont là les mécanismes de la gestion de portefeuille qui sont conduites qui peuvent être conduites par le professionnel qu'on nomme l'institut de gestion de portefeuille. Gestion de portefeuille, donc, exercée à titre principal par les SGP et à titre accessoire également, les sociétés de bourse et autres entités agréées par la COSEMAF peuvent proposer cette activité-là. Alors, quand on parle de gestion collective, gestion d'OPCVM, on a 2 acteurs principaux. Le gestionnaire, dont le travail est de faire le placement, et derrière, on a aussi le dépositaire. Alors, les actifs que vous confiez à votre gestionnaire d'actifs, que vous placez auprès de votre gestionnaire d'actifs, sont gardés par un dépositaire qui est un professionnel
qui agit en back-office et dont le travail consiste à, en premier lieu, à garder les actifs, à faire la conservation des titres et des espèces qui sont contenues dans le portefeuille. Sa deuxième fonction, c'est de contrôler ce que fait le gestionnaire. Et enfin, sa troisième fonction, c'est de travailler avec le gestionnaire tout au long de la vie du portefeuille de valeur, du portefeuille. Parce qu'il faut aussi noter que lorsqu'on parle d'OPCVM, produits de gestion collective, c'est des produits de long terme. C'est-à-dire que ce ne sont pas des opérations sur le court terme, c'est vraiment des produits qui sont créés pour durer. Ils sont créés pour durer et c'est la raison pour laquelle ils sont agréés, tout comme des sociétés qui les gèrent. Donc, les OPCVM agréés par la COSUMAF, leurs documents d'information visés par la COSUMAF, donc, et tout ça géré par le gestionnaire, conservé par le dépositaire, et les comptes de l'OPCVM sont vérifiés et validés par un commissaire aux comptes. Donc, au-delà du commissaire aux comptes qui va regarder les comptes de la société de gestion, chacun des OPCVM qui est créé, géré par le gestionnaire, doit aussi avoir son commissaire aux comptes, tenir une comptabilité bien spécifique pour chaque OPC. Monsieur Kefi, je voulais qu'on arrive vraiment à la question que je posais au départ. Moi j'ai bien compris, hein, si je comprends, les OPCVM commencent à prendre corps dans notre marché. La question que je pose, elle est simple, je commence moi-même à l'élaguer au départ, c'est comment justement, si je devais présenter ces produits aux gens, d'abord, il faudrait que je les énumère tous. Et souvent, nous financiers, on a notre façon de parler, qui déjà n'est pas très compréhensible par tout le monde. C'est pour ça que j'ai apprécié l'exercice fait par M. Pouella à côté, qui est parti vraiment terre à terre pour essayer d'expliquer. Mais la deuxième chose que je voulais savoir, c'est aujourd'hui là, qu'est-ce que nous pouvons faire pour encourager l'inclusion financière? L'une des premières entreprises du Cameroun qui a commencé à vulgariser ces choses, c'est la CNPS, en permettant à tout le monde de pouvoir payer même par Orange Money. Nous essayons de le faire au niveau de Sanlam avec la microassurance. C'est comment faire pour que, au sortir d'ici, nous, financiers, puissions parler aux autres de ces produits avec leur langage. Et quels sont les produits aujourd'hui qu'on peut trouver sur le marché qui sont des produits simples, que tout le monde peut prendre? Tout à l'heure, on a commencé à parler, Mme Chatué, par rapport aux produits simples qu'on peut avoir. Est-ce qu'il y a des petits produits aujourd'hui que nous pouvons utiliser? Nous assurons les recherches. J'ai besoin de faire des placements des produits sur un an. La loi me dit que je peux aller à 24 mois. Mais comment je fais pour monter des produits qui sont rentables sur un an et aller attaquer la FIDALAGI? Parce que j'ai un problème avec la FIDALAGI, en vérité. Oui, c'est tout l'intérêt justement des produits de gestion collective. C'est que là-dedans, vous avez des produits qui, certes, sont d'une technicité assez non négligeable. Mais l'intérêt, c'est d'expliquer ici que effectivement ces produits-là peuvent être disponibles pour vous, assureurs, pour tout institutionnel qui souhaite diversifier son portefeuille. L'idée, c'est d'expliquer en quoi est-ce que les OPC peuvent être une solution à la diversification du portefeuille. Parce que derrière les OPC, il y a, à travers l'OPC, on accède justement à un panier important de valeurs d'actifs. Et à travers ce panier, donc celui qui investit, on a dit que l'entrée est assez simple, oui, pour tout le monde, aussi bien basse que facile au plan de la procédure, de la démarche d'accès. Au-delà de cela, une fois que l'on a eu cet accès facile, on a en retour et régulièrement une information qui arrive vers l'investisseur de façon hebdomadaire aujourd'hui. Les gestionnaires d'actifs ont l'obligation de faire des reportings hebdomadaires en direction de leurs clients et du public, qui permet justement à cet investisseur-là de s'imprégner, d'apprendre tous les jours comment fonctionne la finance, à quel niveau se situe tel titre, quelle est sa valeur, sur quel émetteur le portefeuille est investi, dans quel pays, etc. Donc c'est un outil puissant
d'éducation financière que sont ces produits d'épargne collective-là. Donc, il n'y a pas mieux pour diversifier, pour permettre au grand public de connaître la finance que ces produits de gestion collective. Encore faut-il que ce public-là sache vers qui s'adresser justement pour avoir accès à ça. Et c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui, pour expliquer que les professionnels à qui il faut s'adresser pour accéder à ce type de produits, ce sont les sociétés de gestion de portefeuille, ce sont les dépositaires, ce sont les sociétés de bourse, et que tout cela fonctionne dans un cadre régulé. Donc, pour rassurer l'investisseur, tout cela fonctionne dans un cadre régulé, que le régulateur veille tous les jours à ce que chacune des parties prenantes fasse son travail et que s'il y a le moins de dérapage, on est aussi en mesure d'intervenir pour appliquer des sanctions si nécessaire. Merci. Nous allons passer à une phase de questions. On va prendre 2 ou 3 questions dans la salle pour ceux qui ont des questions ou observations. Étant aussi panéliste, mais je ne parlerai pas beaucoup d'assurance vie parce que j'ai commencé à le faire au début. Je mettais juste une petite précision pour dire qu'en vérité, nous, le challenge qui se pose à nous au niveau de l'assurance. Quand vous prenez le marché ivoirien, l'assurance vie représente pratiquement le double des primes d'assurance non-vie. Dans notre marché, c'est plutôt l'inverse. Alors que les tontines pilules, en fait, l'assurance vie, c'est la tontine. Il y a le Ndjangi, que vous connaissez tous dans les tontines, l'argent qu'on peut vendre, et il y a la caisse secours. Le challenge qui se pose aux assureurs pour diversifier nos investissements, c'est comment faire pour aller récupérer cet argent qui est dans l'informel ou qui est géré dans le privé pour revenir vers l'assurance. Et les outils, les véhicules de placement sont l'un des leviers. Je n'arrive pas aujourd'hui à pouvoir payer, rentabiliser avant parce que mes véhicules ne me permettent pas de le faire. Si nous avons de bons véhicules demain qui sont rentables sur des courtes durées, on peut aller sur des épargnes plus courtes et pouvoir rentabiliser l'assurance. Donc je vais m'arrêter là pour commencer et demander que ceux qui ont des questions dans la salle lèvent la main. Je ne sais pas, où sont les hôtesses? On va commencer par une dame parce qu'on n'a qu'une dame ici. Bien sûr, à la fin des questions, on va refaire un tour pour finir parce que ça fait 1 heure, malheureusement. Merci, monsieur le modérateur. J'ai 2 questions. La première s'adresse à madame Nelly et la seconde à monsieur Daniel Kofi. En ce qui concerne ma préoccupation à l'endroit de madame Nelly, encouragement, promotion et concrétisation de l'inclusion financière sur le marché financier, oui. Mais cela garantit-il la résilience des investisseurs, étant donné que cette opération vise à attirer au minimum les investisseurs lambda, par exemple la Bayam Salah et autres, qui entrent sur le marché financier, avec des faibles sommes raisonnables, disons 10 000 comme vous avez évoqué. Ces investisseurs seront-ils résilients sur le marché financier? Toujours dans la même veine, dans le cadre de la nouvelle réglementation de la CEMAC, on a le compartiment des PME. Je voudrais savoir si votre mouvement permettra à ce nouveau compartiment d'être résilient, des acteurs d'être résilients sur le marché financier. Ma préoccupation à l'endroit de M. Daniel Kofi, la multiplication des acteurs de marché avec la nouvelle réglementation de la CEMAC permet certes une diversification du portefeuille, mais cela concourt-elle réellement à la résilience de l'investisseur? Parce que c'est ça qui nous réunit en ce moment, la résilience de l'investisseur, accroissement des nouveaux acteurs sur le marché, oui, accroissement des nouveaux produits, oui, mais est-ce que cela concourt à la résilience de l'investisseur? Je pense qu'elle a commencé à répondre elle-même aux questions qu'elle a posées. Donc je pense que c'est déjà une bonne chose. Je vais amener demander aux panélistes de répondre assez rapidement sur 1 ou 2 minutes, en commençant par Madame Tchatoué. Ok, merci de la question. Quand on parle aujourd'hui, la plateforme Ejara, juste pour donner quelques statistiques, a 60 000 utilisateurs, dont 40% de femmes. Et quand on parle de la femme qui fait recours au Aladji ou des personnes qui participent à des tontines et qui souhaitent justement diversifier le placement de ces tontines-là,
si je prends notre maman Bayam Salam au marché, qui aujourd'hui, finalement, très souvent, elle garde son argent en cash. Comme M. Pouillet l'a expliqué, quand on garde du cash, 100 francs aujourd'hui n'équivaut pas à 100 francs demain. En tout cas, ne permet pas d'acheter le même panier que 100 francs demain. Donc déjà, ne serait-ce que par le jeu de l'inflation, elle n'est pas résiliente. Donc déjà, aller un cran au-dessus et commencer à placer son argent sur ces marchés financiers-là lui permet de facto d'être un peu plus résiliente. Et même quand elle fait recours au Aladji, très souvent, ils vont placer dans des microfinances plus ou moins pérennes, plus ou moins solides. Donc aujourd'hui, les échanges que nous avons avec ces personnes-là, au travers justement d'une plateforme digitale qu'elles ont dans les mains, elles peuvent voir ce qui s'y passe, elles peuvent voir comment leur argent travaille, elles peuvent entrer et sortir au gré de leurs urgences et de la flexibilité qu'elles veulent s'accorder, permet vraiment d'engager la conversation et de les convaincre au moins à essayer et à voir. Donc c'est souvent ce qu'elles nous disent, la première étape, j'essaye et je vois. Et tout cela, on a parlé d'éducation financière, tout cela s'accompagne aussi. Nous avons voulu aller où les utilisateurs de la zone CEMAC, où la population est, sur les réseaux sociaux. Donc sur YouTube, nous avons une école YouTube où on définit les mots obligation, action, on parle de la BVMAC, on explique le rôle des régulateurs, on explique tous les outils financiers, on explique les différents intermédiaires du marché présent et leur rôle. Et ça, on le fait avec des vidéos de 2 minutes présentées par des personnes de la zone CEMAC, donc qui nous ressemblent, qui ressemblent aux investisseurs, à la large base des investisseurs et investisseuses que nous voulons toucher, parce qu'on parle beaucoup d'investisseurs, et je sais qu'on ne fait pas aujourd'hui de statistiques au niveau du genre, mais j'aimerais bien savoir, dans la plupart de nos portefeuilles, quelle est la proportion d'hommes versus de femmes. Et notre bataille, c'est non seulement d'élargir en termes de catégories socio-professionnelles, mais aussi en termes de genre, et de voir beaucoup plus de femmes sur ces marchés-là. Merci. On écoute M. Kofi. Oui, la question consistait à savoir s'il y a vraiment une résilience avec la diversification des portefeuilles qui est aujourd'hui promue par la COSUMAF à travers le nouveau règlement CEMAC. Je dirais oui. Oui, dans le sens où, par définition, les produits de gestion collective donnent l'avantage à l'investisseur de résister au choc. C'est-à-dire que si c'est un portefeuille qui est composé, chaque portefeuille est composé de plusieurs classes d'actifs, de sorte que si l'une des valeurs ne performe pas bien, l'autre qui performe plus viendra équilibrer les choses. Donc ça, c'est déjà le premier facteur de résilience. Ensuite, le second facteur, c'est le fait que le gestionnaire d'actifs a l'obligation de mettre les actifs du fonds sur différents types de produits sur le marché et d'investir sur différents types d'émetteurs. Ça, c'est de 2. Et de 3, l'investisseur n'est pas seul face au risque. Donc, dans le cas d'une gestion collective, il partage le risque avec d'autres personnes qui font partie également de ce portefeuille-là. Donc, c'est en cela que je dis oui, c'est effectivement là un outil qui permet à l'investisseur de résister. Et ce sera davantage le cas avec l'arrivée de nouveaux produits de gestion collective qui sont fixés dans le nouveau règlement communautaire, à savoir à côté des OPCVM qu'on connaît aujourd'hui dans leur forme, qui sont les FCP, Fonds communs de placement, et les SICAF, Société d'investissement capital variable. On aura d'autres catégories nouvelles que sont les organes de placement collectif immobilier, les fonds, les organismes de titrisation, les organismes de capital d'investissement et les organismes de placement à long terme, qui sont en quelque sorte des produits de gestion collective qui sont taillés pour financer des gros projets d'infrastructure, etc. Merci. Une deuxième question. Soyons un peu plus courts pour les questions. On va aller là au milieu. Bonsoir à tous. Je suis Serge Fauting.
potentiel investisseur, en même temps CEO de Surf Holding, une société qui essaie de créer une alchimie entre les banques et les assureurs. Enfin, Monsieur Vincent, je suis un peu très étonné parce qu'aujourd'hui, je me dis que les assurances ont une place primordiale dans l'économie de nombreux pays. Mais bizarrement, elles éprouvent de nombreuses difficultés pour pouvoir investir. Parce qu'aujourd'hui, l'investisseur, ce n'est pas forcément la personne physique, mais aussi c'est la personne morale. Mais comment comprendre, vous qui épargnez assez d'argent à travers vos primes, vous continuez à les placer dans des banques qui ont des très faibles taux d'intérêt? Ça, c'est la première question. Deuxièmement, je pense qu'il faut aussi qu'on essaie d'adapter nos produits d'assurance. Nous sommes restés un peu très calqués sur les produits typiques européens. Ils ne sont pas assez proches de ce que vit vraiment la personne africaine. Ces produits sont très loin de nous. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je dirais même qu'on dit souvent le cordonnier, c'est celui qui est la personne à mal chaussée. Si on fait une petite introspection, bon, en passant, je suis passé à SAM dans les années 2008, j'ai mis assez de temps. Si on fait une petite introspection dans nos entreprises, on se rend compte que les personnes qui vendent même l'assurance vie, vos propres employés n'ont pas cette assurance vie. Mais comment comprendre aujourd'hui que nos employés n'ont pas d'assurance vie, mais vous voulez vendre, vous voulez diversifier ces produits auprès des populations camerounaises? Merci. Ça, c'est la question qui fait mal. Bon, il y en a deux. La première question concerne les placements dans les banques. Pourquoi on place encore beaucoup dans les banques? Simplement parce qu'on a plus de sécurité, entre parenthèses, mais moins de rentabilité. Moi j'ai connu dans les deux boîtes où j'étais avant Alliance, que vous connaissez, qui est le leader du marché en vie. Beaucoup de microfinances, à un moment donné, nous avons placé dans les microfinances, on s'est, entre parenthèses, fait avoir. Le problème, c'est que l'assureur garantit le capital. En vie, j'ai bien dit. Comme il garantit le capital, il est obligé d'être sûr de où il va placer. Là, c'est la première chose qu'il faut savoir. Donc, on essaye aujourd'hui, je l'ai dit au début, de diversifier nos placements parce que la loi nous l'impose. Est-ce que l'immobilier locatif est rentable par rapport à l'immobilier de mise en valeur? Est-ce qu'un assureur peut acheter des terrains à Mbongo, 10 hectares, les viabiliser, apporter de l'eau, du courant, de l'électricité, pardon, et viabiliser en mettant tout ce qu'il faut et vendre uniquement les terrains? Nous sommes en train d'y réfléchir. La deuxième chose, et qui relie la première, c'est les produits. Nous avons aujourd'hui une inadéquation entre les produits que nous vendons, que nous commercialisons, et les placements que nous faisons en vie. On a des produits où la durée moyenne en individuel est de 2 ans. Or, nos placements sont sur 3 ans. La rentabilité devient très compliquée parce que les DAT, c'est 3 ans en moyenne. Et je suis d'accord avec vous quand vous dites que les produits que nous avons sont inadaptés à l'environnement local. Je l'ai dit tout à l'heure, la moyenne, c'est 2 ans. Or, comment garder 2 ans de l'argent de quelqu'un qui a besoin d'investissement maintenant? Et puis nous, on vient lui vendre la mort, le revêt. On dit, il faut que tu achètes l'assurance vie, décès, quand tu vas mourir, tes enfants se porteront bien. Lui dit, moi je suis encore là, vous ne me vendez rien, vous attendez que je meure. Donc en vérité, nous avons un travail à faire et nous sommes en train de le faire. En tout cas, au niveau de Sanlam, nous le faisons. Je parle maintenant en tant que Sanlam. De digitalisation, rapprocher l'assurance des gens et proposer des produits qui sont adaptés à l'environnement. Vous allez entendre bientôt parler d'un produit qui sera vendu à l'église. Oui, les gens ont fait... je passe sous l'eau. Ceux qui ont beaucoup voyagé vous diront, quand vous allez en Afrique australe, Afrique du Sud, Ghana, Kenya, devant l'église c'est affiché Pay your insurance here. Vie. Qui connaît plus la mort que le prêtre ou le pasteur? Quand nous mourons, la plupart d'entre nous, c'est les pasteurs qui viennent enterrer. C'est les prêtres. Donc si on dit au pasteur, on produit ton église, si quelqu'un décède, on verse de l'argent en cas de décès, c'est le premier qui va le vendre, comme ça il n'aura pas de quête à faire. La quête, ce sera pour lui. Donc on est en train de travailler dessus pour remettre des produits qui sont proches de la réalité des gens, de la vie des gens. Encore une fois, il n'est pas logique qu'une maman fasse confiance à une jeune fille en t-shirt qui peut disparaître et pas à nous qui avons de beaux bureaux à Bonanjo. Mais peut-être que c'est les bureaux qui font problème. Et le costume. Vous allez entendre parler bientôt aussi, et nous avons signé des accords, on est en train de faire avec d'autres assureurs sur le marché, de produits vendus par téléphone. Parce que nous croyons à l'inclusion financière. Et l'inclusion financière veut que l'assurance se vende de façon incluse.
Beaucoup d'entre vous ont acheté des billets d'avion avec leur carte Visa. Mais est-ce que vous savez que vous êtes assuré avec la carte Visa? Rien que le fait d'avoir acheté un billet d'avion avec une carte Visa vous offre une assurance voyage. Normalement, les ambassades ne devraient plus vous demander une assurance voyage quand vous payez par Visa. Sauf que quand vous venez nous voir en assurance non-vie, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on est obligé de vous vendre l'assurance voyage puisque là, on le demande. Mais on sait que vous êtes assuré. C'est le modèle auquel nous croyons. Vendre l'assurance avec des choses qui existent déjà sur le marché. Mon rêve au départ, quand je suis arrivé au Cameroun il y a quelques années, c'était vendre l'assurance avec la bière. Oui, oui, oui. Et je m'étais rendu compte que chaque Camerounais en moyenne, quand il s'assoit au bar, prend 2. Quand il n'a rien pris, 2. Maintenant, avec la manière, c'est toi-même. Ça coûte 500. Est-ce qu'il est possible de réfléchir? C'était ma lubie à l'époque. De dire, à chaque bière qu'on vend, on met 50 francs pour l'assurance. C'était ma lubie. Mais aujourd'hui, on est sur d'autres choses. On est sur des plateformes agricoles pour vendre aux agriculteurs. On a parlé des églises tout à l'heure. Il y a des choses qui se font et qui vont faire bouger le marché de la vie parce qu'on ne croit pas beaucoup en vie aux grandes masses, au collectif. On croit. Mais le collectif, pour aller avoir un contrat à Eneo, il faut y aller. J'ai travaillé il y a quelque temps pour un contrat pour la CNPS. C'est un travail qui a été fait de façon méthodique. En 2-3 semaines, c'était réglé. Mais partout, ce n'est pas pareil. Vous le savez. Donc, je suis obligé d'insister sur l'assurance en disant, oui, nous sommes en retard. Nous sommes conscients du retard. On a encore des produits à 10 000 chez nous, en disant, on va payer l'école de ton enfant quand tu seras mort en versant 200 000 l'année. On a encore des produits mixtes que vous connaissez. On vous dit, vous cotisez 10 000, mais quand vous venez après 2 ans, on vous dit, c'est seulement 100 000 qui restent. Parce qu'on ne vous a pas expliqué que le produit en question avait une partie prévoyance et que c'était à fond perdu. Donc, nous avons un travail d'éducation à faire qui sera, vous verrez, sur le marché bientôt, les assureurs vont se mobiliser sur le marché pour réexpliquer aux gens. L'assurance vie existe chez nous. On parle d'un taux de pénétration officiel de 0,5. Je dis ce n'est pas vrai. 0,5%, ce n'est pas vrai. Nous sommes à plus de 20%. Mais 20% d'assurance informelle. Regardez les immeubles qu'on conserve la tontine. C'est de l'assurance. Quand quelqu'un décède dans une tontine, on cotise, on donne 250 000. C'est de l'assurance. Nous devons apprendre à aller chercher cet argent en parlant le langage des gens. Nous devons réapprendre à le faire. Donc la question c'est, vous voulez convertir en converti? Je suis déjà converti, moi, Vincent Ngono. Merci. Question? Oui, il lève tellement la main que... Merci beaucoup. Je suis Guy Fondop, je suis journaliste, correspondant international de la chaîne panafricaine Afrique Média. Et donc, on est là en train d'écouter comment être résilient dans l'environnement de la CEMAC, où, bien entendu, il y a beaucoup de possibilités d'investissement. Tout à l'heure, on a suivi M. Pouet qui a dit, vous pouvez vous placer un peu ici, un peu par là, et puis à la fin, vous êtes sûr que même si ça va mal de ce côté, de l'autre côté, vous allez récupérer. Et voilà, on a très bien suivi, on voit tout l'intérêt. Mais cependant, j'ai une question. Alors, en ce moment, on vit la chute de l'euro face au dollar. Donc, l'épargnant de la sous-région que je suis voit son épargne tous les jours perdre de la valeur. Maintenant, ma question est de savoir que me recommandez-vous en termes de résilience pour que je puisse, par exemple, échapper à une fin de la zone euro qui pourrait arriver, bien entendu. Tout à l'heure, vous avez dit que l'Ukraine, par exemple, pouvait disparaître. Aujourd'hui, avec les incidents qu'on voit sur Nord Stream 1 et Nord Stream 2, l'Europe qui n'est pas très sûre d'avoir du gaz, etc., on a peur que ce soit peut-être un effondrement économique qui, dans ce cas-là, entraînerait aussi le franc CFA. Et donc, mon épargne va être encore davantage dévaluée par rapport au dollar. Maintenant, comment me rendre, moi, résilient dans cet environnement actuel pour que je ne perde pas de la valeur? Parce que j'ai vu que les Européens même commençaient à prendre leur argent pour aller investir plutôt en dollars et disaient que c'était aussi une façon d'être résilient. Moi, de la CEMAC, comment me rendre résilient dans ce contexte? Je vous remercie. Merci pour la question. Je vais prendre une autre. Oui. Cette question sera... c'est M. Pouet qui va répondre à cette question parce que je pense qu'elle a commencé à développer tout à l'heure. S'il a la réponse, s'il n'a pas la réponse, on donnera un coup de main. Mais la réponse a commencé à être donnée tout à l'heure par notre aîné, M. Moukoulmondo de la CNPS, qui disait qu'il faut qu'on arrête de regarder ailleurs et qu'on se référence nous-mêmes. Exactement. Je crois le Cameroun, souvent, avant la question, souvent c'est... Moi, je dis le Cameroun, en tout cas la CEMAC, c'est comme quelqu'un qui est assis sur un sac de pommes de terre, avec les allumettes dans la poche et qui demande l'aumône en disant « j'ai faim ». Il est assis sur un sac de pommes de terre, bien assis au bord de la route, il a les allumettes dans la poche, et il dit « s'il vous plaît, aidez-moi, j'ai faim ».
J'ai très faim, aidez-moi, j'ai faim, aidez-moi. Il a cherché d'abord le quoi là. Allez-y pour la question, Oui, il va répondre tout à l'heure. je disais tantôt que vous aussi, peut-être en terminant votre propos de président, propos, vous peut-être commencer à évoquer la question, parce que je me dis aussi que c'est culturel. Quelle est la différence entre la tontine et les collectifs? Inès commence d'abord, très rapidement, et puis je vais répondre la différence entre la gestion, la tontine et la gestion collective. Merci. Peut-être que je vais empiéter même aussi sur l'autre question. Parce que la première question, là, a l'air un peu dangereuse. Donc, en plus, elle est posée par un journaliste qui ira peut-être demain dire que M. Pouet a dit que... voilà. Non, mais en fait, je pense qu'il faut... Enfin, je donne un avis personnel. Il faut déjà savoir, en fait, où est-ce qu'on se positionne. Quand vous dites, je vois mon épargne qui perd de la valeur, en réalité, elle perd de la valeur comment? Est-ce que vous avez de l'épargne en dollars? Je ne sais pas. Est-ce que vous vous positionnez sous l'angle de votre capacité à importer des biens? Bon, voilà. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est le jeu de toute économie. Hein. En fait, c'est des cycles. Dans tous les pays, il y a eu des moments où les monnaies ont pris de la valeur, des moments où les monnaies ont perdu de la valeur. Vous pouvez, on va dire, rien faire, en fait, contre ça. Mais peut-être que la solution, déjà, vous devez être sûr quand même que vous avez un portefeuille de placement qui, lui, continue de prendre de la valeur, parce que justement, la richesse que vous créez là, en prenant de l'emprunt d'État, en prenant du compte bancaire, etc., c'est les revenus en fait qui sont issus de ça. C'est un matelas de sécurité en fait que vous constituez déjà pour au cas où demain la vie est plus chère. Déjà, en commençant vraiment de manière très simple. Maintenant, après, il y a peut-être des choses à faire, mais qui ne sont pas à notre niveau. Moi, je me garderai, par exemple, ici, de dire clairement ce que je pense du fait qu'on n'ait pas notre propre monnaie. Bon, ça, voilà, c'est un autre sujet. Mais effectivement, ça nous rend peut-être, on va dire, pas assez résilients, parce que justement, on n'a pas la capacité nous-mêmes, en tant qu'État africain de la zone franc, de prendre on va dire, un certain nombre de décisions monétaires de manière totalement autonome, puisque bon, notre monnaie voilà, est rattachée à une autre monnaie qui évolue, on va dire, suivant un contexte économique qui n'est pas le nôtre, en fait. Donc, bon, c'est pour ça que je disais, je ne suis pas certain d'avoir toutes les réponses, mais déjà, investissez dans ce que nous avons ici, faites multiplier, entre guillemets, votre argent, et le fait de gagner 4, 5, 6% chaque année pendant peut-être 3, 4, 5, 6 ans, ben demain, si la vie est plus chère, vous aurez accumulé en fait une épargne qui vous permettra de faire face en fait à ça. Après, les autres solutions, elles sont peut-être plus... Oui, il y a des choses à faire à notre niveau. Comme le DG l'a dit tout à l'heure, il faut qu'on apprenne à s'auto-référencer, il faut qu'on apprenne à faire les choses par nous-mêmes et qu'on arrête effectivement de regarder en permanence les modèles étrangers, parce que oui, il y a des réalités qui ne sont pas les nôtres, en fait. Maintenant, je laisserai le professionnel parler, compléter ce que je vais dire, mais je dirais, en réalité, j'introduirai peut-être par ça, et il terminera. En réalité, il n'y a pas de différence. Hein. C'est la même chose. C'est juste qu'il y en a un qui est informel et un qui est formel. Voilà, il y en a un. Et peut-être que justement, l'informel, en fait, a pu s'installer par le passé parce qu'il n'y avait rien. Voilà, il y avait un vide. Il n'y avait pas d'alternative dans le secteur formel pour permettre aux gens de placer leur épargne de manière collective. Mais en fait, un gestionnaire d'actifs, il fait quoi? En fait, il prend l'argent de plein de gens. Il dit, vous mettez 10 000, vous mettez 10 000, vous mettez 10 000. Il prend l'argent comme ça. Bon, je fais encore un peu de pub. Nous, à notre niveau, à Tijari, on a pris l'argent comme ça et aujourd'hui, on en a pour 85 milliards. On a 85 milliards d'argent qu'on a pris chez les gens. Bon, il n'y a pas que des personnes physiques, il y a des personnes morales. Et en fait, aujourd'hui, qu'on investit pour leur compte. Donc c'est comme une tontine, en réalité. Sauf que plutôt que de prêter cet argent, en fait, à nos membres, aux membres de la tontine, on le place sur des produits financiers, actions, obligations.
on a un peu d'argent dans les banques, etc., etc. Et on est même demandeur, justement, de ce qui est plus, on va dire, d'actifs sur le marché. Et donc, quand quelqu'un dit, OK, je veux récupérer mon argent, on ne casse pas la caisse une fois par an, comme on fait souvent dans les tontines. On prend chacun, on dit, bon, tes 10 000 que tu as mis là, tu as laissé ça ici pendant 2 ans, ben voilà ce que ça a rapporté. OK, tu peux reprendre ton argent avec ce que ça a rapporté, et puis tu pars avec. Et si demain tu veux revenir, ben, tu es le bienvenu, reviens, et puis voilà. Donc en fait, c'est la même chose. Et la tontine, le côté formel de la gestion collective rajoute en fait de la sécurité, parce que déjà les acteurs doivent être agréés, il y a un régulateur qui surveille, comme on l'a dit, il y a un dépositaire. La société qui gère, qui prend les décisions de gestion, n'est pas celle qui tient les actifs, c'est une autre personne. Donc tout ce que la société en fait qui gère peut faire, c'est de dire, quand elle prend une décision de gestion, c'est de dire au dépositaire qui tient les actifs, je veux investir dans ça, prends, tu mets là-bas. Celui qui est dépositaire, qui a aussi un rôle de contrôle, prend le règlement de gestion du fonds et peut dire, ah tiens, quand je lis le règlement, tu n'as pas dit au client que en fait, tu allais investir dans ce produit-là. Donc non, je ne peux pas, je refuse. Donc en fait, il y a un contrôle qui est fait par une autre personne. Et en plus de ça, outre le regard du dépositaire, outre le regard du régulateur, les fonds sont obligés d'avoir des commissaires aux comptes. Donc nous, pour le cas d'espèce chez Attijari, nos fonds sont audités par Ernst & Young, qui va passer plusieurs fois dans l'année, s'assurer que effectivement les données qu'on publie, les comptes des fonds sont bien tenus. Ce que je ne pense pas que vous avez dans les tontines. Et c'est d'ailleurs... Qu'est-ce qu'il a dit? Voilà. Bon, mais il y a le commissaire au compte, mais c'est qui le commissaire au compte? C'est un membre qui peut disparaître demain. Voilà. Ce n'est pas... Mais je terminerai en disant ceci. C'est justement peut-être pour ça aussi que la tontine rapporte plus, en réalité. Parce que c'est informel, mais qui dit informel, c'est plus risqué. En bon Camerounais, moi-même, j'ai été dans des tontines. Hein. Effectivement, j'ai vécu des cas où des gens sont partis avec l'argent. Pourtant, il y a un commissaire au compte. Voilà. Ça existe. Ce qui n'est pas possible avec un gestionnaire d'actifs qui est surveillé par un régulateur, qui a des décisions qui sont contrôlées par un dépositaire et qui est obligé d'avoir un commissaire au compte qui surveille également tout ce qu'il publie comme information à l'attention des investisseurs. Donc, vous avez le choix, mais sachez juste qu'il y a un qui est encadré, un qui n'est pas encadré. Quand ce n'est pas encadré, si demain quelque chose se passe, vous pouvez vous plaindre à personne, alors que bon, quand c'est encadré, voilà. Merci Enes. Un petit complément, on a dépassé déjà le temps. On va prendre 2-3 minutes de plus, maximum 5. Les organisateurs sont là. Ce que je veux dire par rapport aux tontines en premier, c'est que la grande différence entre les tontines et les produits collectifs, c'est que les tontines se portent mieux que nous. C'est dur à entendre, mais il faut l'admettre pour pouvoir changer. Elles se portent tellement mieux que nous que moi, je suis membre de 10 tontines. Mais je ne suis pas membre de 10 tontines volontairement. Je suis membre de 10 tontines parce que ma mère est dans 10 tontines. Et que sans salaire, j'ai beau dire ce que je veux à la fin du mois, elle me dit, il faut m'envoyer pour la tontine de 20 000 ans. Hein. Je dis, non maman, mets dans l'assurance. Moi, vos assurances, là, j'attends d'abord. Son fils est pourtant directeur général d'une compagnie d'assurance. Et c'est elle que j'ai expérimenté les tontines en réalité. Dans une autre vie, j'ai fait une recherche assez approfondie sur les tontines, dans le cadre d'une thèse. En vérité, nous avons à prendre des tontines sur notre marché et nous avons à transformer l'assurance pour qu'elle soit une tontine. Il y a deux choses que les tontines ont que nous n'avons pas, la flexibilité, la durée. C'est court. 1. 2, il y a la confiance absolue. Certains ont vu passer dans les réseaux sociaux quelqu'un qui écrivait à un opérateur économique du marché en lui disant « Tu ne m'as pas donné ma part de tontine, je vais venir verser 5 camions de sable devant ta boutique. Je vais aller dire au village, je vais dire à tel. » Rien que ça fait que les gens ont peur. Si ils commencent avec moi, je suis mort. Par contre, nous, l'expérience du marché a montré que certains assureurs individuels ont une réputation écornée à un moment donné. Donc je dirais que les tontines, nous avons à apprendre. Les produits collectifs sont différents parce que comme il a si bien expliqué, c'est encadré, c'est tout pris. Même si au Cameroun, on a encore besoin d'avoir un support légal. Il y a certains managers éclairés, et je finirai par là, qui
qui ont très vite compris, par exemple, en ce qui concerne les indemnités de fin de carrière. Tout le monde a offert des indemnités de fin de carrière, la provision. L'article 7 du Code général des impôts et Cisco OADA qui impose qu'on provisionne, et l'article 7 du Code général qui dit que si vous envoyez cet argent chez un assureur, vous gagnez 33% de défiscalisation. Peu de managers sont au courant. Je tire le chapeau, oui. Je tire le chapeau à certains dans la salle que je nommerai pas, avec lesquels on a travaillé dans une autre vie pour externaliser cet IFC chez les assureurs. Rien que mettre ton IFC chez l'assureur, tu gagnes en impôt 33%. Tu gagnes en intérêt parce que la provision n'est plus la même. Et puis l'entreprise est sécurisée. Rappelez-vous bien Sotuc. Les gens n'ont jamais eu leur indemnité de fin de carrière. Sauf que s'il n'y a pas une loi contraignante pour dire aux gens, vous avez l'obligation d'externaliser, ça ne va pas avancer. S'il n'y a pas une loi pour imposer l'assurance santé, on aura du mal à avancer. Certains managers éclairés disent, je ne peux pas travailler avec des gens qui ne sont pas assurés en santé. Et ils les assurent. Mais 80-90% des entreprises ne sont pas assurées en santé, n'ont pas de retraite complémentaire, n'ont pas d'assurance décès. Alors comment voulez-vous que le peuple suive? Donc c'est une parenthèse que je voulais faire. C'est bien de nous indexer, c'est très bien. Mais vous là, la plupart d'entre vous, les managers de demain, quand vous allez arriver au pouvoir, vous allez dire, ah, il y en a dérange, moi je n'ai que 6 ans ici. Quand je partirai, ils vont se débrouiller après moi. Non. Les anciennes entreprises, je peux les nommer ici, ont toutes des retraites complémentaires. Vous prenez SNH, vous prenez SNI, vous prenez à l'UQAM, vous prenez Sosucam. Ça, c'était les anciens managers. Je peux continuer à citer comme ça. Ils pensaient aux ressources humaines et ils se disaient, à la fin, il faut que le gars parte avec quelque chose. Nous sommes la nouvelle génération. Nous devons repenser ces choses-là et mettre aussi en place de façon péremptoire des retraites complémentaires. Il n'est pas logique que quelqu'un qui travaille quand il est malade se débrouille dans un hôpital de campagne, dans un petit dispensaire. Et on lui dit, tu es où? Tu n'es pas venu au travail, pourquoi? Quelle garantie vous avez mis sur cette personne? Si la Côte d'Ivoire en avance par rapport à nous, il y a à peu près 25 assurances obligatoires en Côte d'Ivoire. Mais il n'y a pas que l'obligation, il y a nous, managers. J'ai très peu de managers qui m'ont appelé de toute ma carrière pour me dire, on vous fait la retraite complémentaire. J'en connais 2 ou 3, je ne vais pas les nommer. Mais quand vous allez les voir, d'autres vont vous demander, moi j'ai même quoi derrière. Je raconte une anecdote pour m'arrêter là. C'est une entreprise où le DG décide qu'on va faire la retraite complémentaire. L'un des DAF de la boîte est à 7 ans de sa retraite. Le DG a signé. Nous avons passé 3 ans avec lui à le supplier. Il rappelait à mes collègues, je suis DAF. Va lui dire que je suis DAF. Va lui dire que je suis DAF. Je suis allé le voir, je lui ai dit, mais c'est pour vous qu'on est en train de faire ça. Vous me demandez de vous redonner l'argent, votre argent. Parce que c'est ce que ça voulait dire en fait. On prend ton argent qu'on place et il me dit, je suis DAF, donne-moi quelque chose. Mais c'est ton argent que je place, je te redonne ton argent comment? Donc je fais une parenthèse pour dire, il y a certes un problème des assureurs qui ne sont pas très imprégnés de nos réalités locales, mais il y a aussi notre mentalité, notre culture, même en tant qu'entreprise. Laissons les particuliers. Laissons les particuliers. Donc, je vais redonner la parole à chaque panéliste parce que moi, j'ai déjà beaucoup parlé, pour un petit mot de conclusion, et moi, je ne parlerai plus. Je dirai juste merci à la fin. On commence par... en 1 ou 2 minutes maximum, un petit mot de conclusion par rapport à cette diversification. C'était court, hein, j'ai compris. Mais le but, c'est partager sur des sujets qui nous concernent tous, comme celui-là qui est nouveau sur notre marché. Donc, Madame Tchatoué. Non, mais je pense que sur le sujet de la diversification, c'est étendu de long en large. Mais le corollaire, c'est qu'il faut aller plus loin dans l'éducation financière. Il faut aller plus loin dans l'inclusion financière et boursière de tout un chacun. Que demain, quand on parle de personnes physiques, on ne se congratule pas d'avoir 400, 500 personnes physiques, qu'on puisse avoir des milliers de Camerounais et de Camerounaises qui investissent sur nos marchés. Et je vais conclure sur ce que vous venez de dire, pour rebondir sur les principes ESG, finances durables. Très souvent, on voit le côté environnemental, mais le côté social et gouvernance, et c'est dans ce côté social que vous vous inscrivez, et je m'y inscris pleinement. Vous avez raison, l'assurance santé pour tous les collaborateurs, la retraite complémentaire, si c'est possible qu'on commence à y penser, et que nous, asset managers,
quand on choisit des actifs et qu'on parle de finances durables à nos investisseurs, on met en avant ces critères pour certaines entreprises, certains types d'actifs qui, justement, intègrent ces principes de base, des principes de vie, des principes humains, ce serait génial. Merci. Monsieur Kofi. Oui, merci. Alors, ce que je veux dire pour la fin, c'est que maintenant que le nouveau cadre réglementaire est amorcé, le régulateur n'est pas sourd au message qui est envoyé par le grand public, à savoir qu'il faut que les règles soient beaucoup plus lisibles et plus simples pour tout le monde. Et qu'on mette en place aussi un cadre un peu plus rassurant pour tous les professionnels du secteur, parce que jusqu'aujourd'hui, les règles ont été plus ou moins prises au fil de l'eau en raison du fait que l'activité était naissante. Mais maintenant que les choses sont en place, les acteurs se sont positionnés, les tests sont en place ou du moins en cours de finalisation, il est temps que tous ensemble on se mette qu'on se donne la main pour mettre en place des règles claires et précises et rassurantes pour nous tous. Merci. Merci, Monsieur Kofi. Règles rassurantes pour nous tous. J'aime l'expression rassurante pour nous tous parce qu'il y a aussi cette fiscalité qui bouge tout le temps. Ça me fait mal au cœur, excusez-moi. Quand vous êtes assureur vie et que un matin vous découvrez en fait que la TVA est désormais prévue sur les produits d'épargne, je vous dis, vous ne dormez plus. Tous mes collègues de Rome m'ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? En 2019, nous avons eu une loi, je vois les notes aînées qui s'ouvrent, qui a mis la TVA de 19% sur les produits d'épargne. C'est-à-dire quand vous mettez chez nous aujourd'hui, on dépense déjà 7%, on avait encore 19% qu'on aurait dû prendre. Donc c'est cette... En tout cas. On va là, M. Pouet, pour... Merci. Donc bon, on a dit 2 minutes. Donc 1 minute pub. Je crois que vous commencez à me connaître. Alors, effectivement, bon, chez nous, on va dire, dans le souci de rapprocher effectivement les produits de gestion collective auprès des différents consommateurs, sachez que tous les produits proposés par notre société de gestion d'actifs sont disponibles auprès du réseau bancaire de la SCB, avec qui nous avons aujourd'hui une convention de distribution, donc effectivement qui assure également la vente de ces produits pour notre compte. Donc en fait, ceux qui sont intéressés, déjà, nous avons un stand là, et 2, vous pouvez vous rendre dans n'importe laquelle des agences SCB au Cameroun, et les conseillers qui sont là-bas seront à même justement de vous présenter les solutions qui existent. Donc ça, c'était la minute pub. Et maintenant, la dernière minute, ce sera justement un message. La COSUMA fait là, la BAC est là. Les réformes sont en cours. Je vais juste effectivement insister sur la nécessité de vraiment accélérer la réforme sur le cadre fiscal, qui aujourd'hui complique, on va dire, l'émergence de nouvelles classes d'actifs, notamment des titres en fait émis par des entreprises. Parce que lorsque un investisseur a le choix entre un titre d'État qui est détaxé et un titre d'entreprise qui, lui, supporte un impôt, le choix est vite fait. Et aujourd'hui, la configuration dans laquelle nous vivons, j'ai envie de dire, les banquiers, pardonnez-moi, mais la configuration dans laquelle nous vivons, en fait, a rendu les banquiers paresseux. Parce que aujourd'hui, en fait, les titres d'État, c'est un paradoxe, sont les actifs les plus rentables du marché. Non seulement il n'y a pas d'impôt, parce que lorsqu'un État, en fait, émet à 6%, en fait, s'il y avait eu un impôt, ce serait 9%. Donc, en fait, aujourd'hui, un État s'endette aux conditions de crédit d'un particulier, en fait. Ce qui n'a pas de sens. Comment un État qui est censé être le summum en termes de risque, aujourd'hui, arrive à lever de l'argent à 9% brut. Mais le banquier, il ne réfléchit pas. C'est le paradis. En plus, il n'y a pas de pondération. Ça, c'est un terme technique. Il n'y a pas de pondération, donc il n'y a même pas d'exigence de capital à mettre en face. Donc oui,
tout l'argent aujourd'hui, en réalité, qui est disponible sur le marché est collecté en majeure partie par les États parce que les entreprises ne peuvent pas compétir. Aujourd'hui, s'il faut qu'une entreprise sorte sur le marché, comme le président Nana l'a dit tout à l'heure, on a pitché des entreprises, comme on dit au quartier, fatiguées, qui disent, si nous on vient, il faut qu'on sorte à quel taux? On dit, oui, bon, l'État est à 5, mais bon, vous voyez que je ne peux pas venir, moi, à 8 ou à 9% pour que je sois compétitif par rapport à l'État. Donc, il est urgent de vraiment accélérer la réforme du cadre fiscal. Moi, je dis, c'est soit on détaxe tout, soit on taxe tout. Voilà, les titres d'État longtemps n'ont pas été taxés. Peut-être qu'il faut recommencer à taxer tout simplement pour que effectivement le jeu soit équitable entre tout le monde et qu'on ait l'émergence de nouvelles classes d'actifs qui permettront justement d'avoir cette diversification-là que nous recherchons. Merci. Merci Agnès. Je terminerai en remerciant les panélistes. Madame Tchatoué, M. Kofi. Oui. Oui. Je m'excuse, monsieur le modérateur. Je voudrais faire 3 observations, si vous permettez. La première, c'est de dire que la Banque centrale a aussi un système de retraite complémentaire qui est très puissant d'ailleurs. Et notre caisse de retraite est l'un des investisseurs les plus importants du marché. Je crois que M. Pouet, vous gérez une partie de nos fonds. Alors, voilà. La deuxième observation, c'est pour répondre à 2 observations de M. Pouet. Par la dernière, tout à l'heure, il parlait de la fiscalité des valeurs mobilières et des autres produits financiers. Comme il le sait, nous avons un projet qui date pour harmoniser, simplifier et rendre la fiscalité incitative. Il s'est trouvé que nous avions opté pour nous faire accompagner par la BAT, mais qui traîne encore à reputer l'expert. On en a parlé avec quelques personnes hier. Et peut-être qu'on va reprendre le dossier, nous-mêmes on va faire un projet, parce que tous les ministres sont d'accord, attendent ce règlement. On veut que ce soit un règlement CEMAC qui s'impose à tous les États, qui soit d'application immédiate, qui soit pour tout le monde. Donc c'est une préoccupation qui est prise en compte. Dernière observation, c'est par rapport à une affirmation qu'il a faite, en disant qu'on n'a pas notre monnaie, on n'a pas... sans polémique, je voulais donner les précisions suivantes. D'abord, j'avoue que c'est la Banque centrale qui est responsable de ces confusions dans le public, parce que la Banque centrale refuse de communiquer. Je ne sais pas pourquoi. J'ai été conseiller du gouverneur, membre du gouvernement, tout ça, vous allez me dire, oui, mais tu as été là-bas, dis-nous pourquoi. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Alors, puisque moi, je m'étais battu pour qu'on communique, on m'a dit non, non, c'est un sujet sensible, il ne faut pas aller, laisse les gens parler. Bon, mais ce n'est pas bien, parce que c'est la monnaie des citoyens de la CEMAC. Alors, je profitais du fait que je suis parti à la retraite, donc j'ai écrit un article pour expliquer quand même c'est quoi la BEAC et c'est quoi le franc CFA. C'est un petit article de 16 pages, je l'ai envoyé à Mme Adiaba. Je souhaite qu'elle distribue à tout le monde. Ça peut peut-être contribuer à faire comprendre certaines choses. Mais si vous permettez, monsieur le modérateur, 2 minutes pour expliquer rapidement c'est quoi la BEAC. Jusqu'au 21 novembre 1972, effectivement, comme il dit, nous n'avions pas à l'époque ni de monnaie ni de banque centrale. Jusqu'au 21 novembre 1972, c'était le franc des colonies françaises d'Afrique qui était émis par une banque centrale française coloniale qui s'appelait la Banque centrale des États de l'Afrique équatoriale et du Cameroun. Mais j'ai expliqué tout ça dans mon petit article, qui s'appelait la Banque des États de l'Afrique équatoriale et du Cameroun, en abrégé BCEAC. Donc, elle émettait le franc des colonies françaises d'Afrique jusqu'au 21 novembre 1972. Le 22 novembre 1972, 5 pays de l'UDAC à l'époque, la République unie du Cameroun, la République centrafricaine, la République populaire du Congo, le Gabon et le Tchad, s'étaient réunis à Brazzaville pour créer
deux choses. Vous créez la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC actuelle. Donc nous avons 50 ans, vous verrez que l'article, justement, parle des 50 ans de la BEAC. D'ailleurs, l'anniversaire va être célébré le 22 novembre 2022 à N'Djamena. J'y suis invité, merci. Donc, elle a 50 ans aujourd'hui. Et en même temps, dans la même convention a été créé le Front de la coopération financière en Afrique centrale. C'est vrai, le même sigle a été maintenu, mais juridiquement, formellement, c'est deux monnaies, deux choses totalement différentes. Donc là, la Banque des États de l'Afrique centrale et le Front de la communauté financière en Afrique centrale appartiennent entièrement aux États africains. La France n'a rien à y voir. C'est la réalité, maintenant que vous le croyez ou pas. Moi, je vous dis, c'est une question de croyance. Que vous le croyez ou pas, ça j'ai travaillé là-dedans 35 ans. Et j'ai travaillé à tous les niveaux, jusqu'au niveau du gouvernement de la banque. Bon, il y a ça aussi, les Noirs préfèrent les fantasmes, la sorcellerie. Je vous dis, ça c'est un. De deux, le 23 novembre 1972, ces 5 pays-là ont signé avec la France une convention de coopération monétaire par laquelle la France garantit la convertibilité de leur monnaie. Donc, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que s'ils veulent rompre avec la France aujourd'hui, c'est de rompre avec la garantie. Mais la BEAC et le franc CFA tel qu'il existe aujourd'hui, c'est l'affaire des Africains. Donc, ce qui nous lie, et il faut lire cet article. Vous, je vous avais envoyé l'article, monsieur Nana, mais apparemment, vous ne l'avez pas lu. Là aussi, c'est mauvais, les Africains ne lisent pas. Ils préfèrent les fantasmes. Il faut lire. Et donc, si on veut avec la France, c'est cette garantie-là. Parce qu'en contrepartie de la garantie, effectivement, on dépose une partie de nos réserves de change dans le compte d'opération et la France participe au contrôle de la banque. Puisque si je te garantis, ben écoutez, ils sont des banquiers là. Si la banque te donne sa garantie pour quelque chose, elle veut s'assurer que tu ne vas pas utiliser sa garantie pour faire n'importe quoi. C'est tout. Donc, si on veut rompre avec la France, on rompt seulement la convention de coopération monétaire avec la France. Mais l'autre, elle n'a pas signé, elle n'a rien signé avec nous. Et cette convention, c'est elle qui a été transformée en convention de l'UMAC qui avait signé, circulé à un moment donné. Vous avez vu que c'est les chefs d'État d'Afrique centrale qui ont signé. Vous avez vu le président français a signé? Non. Ça, c'est cette précision que je voulais donner. Maintenant, concrètement, moi, je ne comprends pas. Depuis qu'on travaille sur la fusion, tout ça, vous avez vu un seul Français? Ah, je ne comprends pas, monsieur Nana. Depuis 2018 qu'on travaille ensemble. Ah, mais ça, c'est vous là qu'il faut renvoyer chez vous là-bas. Il n'y a pas de Français dans notre zone. Puisque là, on est entre élites là. Depuis que vous travaillez là, un Français est venu vous dire faites ceci. Ah bah, non, les Sud-Africains. Hein? Moi, c'est les Sud-Africains qui me disent. Oui, bon. Donc, vous voyez, c'est par rapport parce que vous êtes une filiale d'une entreprise. Et là, je peux vous garantir que tout ce qui nous lie avec la France, c'est ça. Et nous respectons les engagements que nous avons pris. Par exemple, 50% des avoirs sur le compte d'opération. Si vous permettez aussi, les avoirs sur le compte d'opération, ce sont les réserves de change, ce n'est pas de l'économie. Tout l'argent qu'il y a sur le compte d'opération est déjà rentré dans nos pays. Monsieur Poué peut vous expliquer. Parce que... Non. C'est quoi? C'est quoi? La SNH a vendu, je ne sais pas moi, du pétrole camerounais pour 10 millions de dollars. C'est ça, non? Qu'est-ce qu'elle fait?
Elle donne cet argent à la BEAC. La BEAC récupère et crédite son compte. Je crois qu'elle a un compte au crédit, à la SCB, le Crédit Lyonnais à l'époque. Monsieur Pou, il faut leur expliquer ça. Vous savez comment ça fonctionne. Et la SNH crédite, la BEAC crédite le compte de la SNH ici. La SNH n'a plus d'argent là-bas. C'est le jeu du commerce extérieur. Et c'est cette devise que la BEAC garde pour pouvoir exécuter les opérations de commerce extérieur de ce ressortissant qui est placé. Dans tous les cas, il faut que ça soit placé quelque part. Et j'ai mis dans mon article, vous verrez, c'est rémunéré à 0,75%, alors que les taux sont à 0 là-bas. Donc, tout ça là, c'est parce que la BEAC ne veut pas expliquer. Dommage, elle fait prospérer beaucoup de fausses informations, de fantasmes. Bon, elle sait pourquoi elle fait ça avec les États, mais sinon la réalité est tout autre. Donc je voudrais que vous reteniez qu'on a une banque centrale, on a une monnaie qui est bien gérée. Nous sommes la troisième banque centrale de toute l'Afrique. En matière d'objectifs de la banque centrale. Non, c'est important. La première, c'est la Banque Al-Maghrib, en matière de stabilité monétaire et financière. La deuxième, c'est la BCAO et la troisième, c'est nous. Maintenant, le reste. Merci. Merci. Merci à tous. On poursuit à l'extérieur.